Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien ? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand. Wakaranai Taro. Dagara, ima kara desu ne. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de ton corps, Philippe. Parce que ça va très vite, ça va très vite. Cette fois-ci, on est là tous les deux. Oh oui. Ce qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est pas tout, regardez. Dive. Oh, ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Catchacast. Alors comme aurait dit un grand poète, Boris Vian pour le nommer, faut que ça saigne. Et en l'occurrence, avant même de présenter les collègues, allez, je vais le faire quand même parce qu'on est très tag team, on est très triple threat. Je vais quand même commencer par les collègues, en l'occurrence donc avec moi, Mickaël. Bonjour. Et Félix. Salut. Et je vous disais, il faut que ça saigne, comme nous disait notre ami Boris, parce qu'on va vous parler du sang dans le catch. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà... c'est très drôle ces moments où on a une intonation qui ressemble à un point de coupe, alors qu'en réalité, c'était simplement une manière de reprendre ma respiration. C'est de vous parler donc du sang dans le catch. On vous renverra vers certaines émissions, notamment podcast audio de certains copains du catch, c'est ça le catch, etc., qui ont un petit peu traité du sujet. Et puis nous, comme on aime à le dire, c'est pas parce que des sujets ont déjà été traités qu'on peut pas effectivement le faire autrement, et c'est le but. On va essayer d'être bien entendu le moins redondant possible. On va déjà commencer avec une petite introduction à finalement c'est quoi le sang dans le catch au sens étendu, c'est-à-dire qu'il y aura des exemples à la fois de la présence du sang dans le catch, de place peut-être historique du sang dans le catch des différentes fédérations du monde, mais aussi dans les représentations autres, notamment au cinéma, qui nous permettra d'être un petit point de départ, vous allez vite comprendre. Après, on va essayer effectivement de s'atteler vraiment au ressort que sont la présence du sang, pourquoi, quelle est sa source, comme dirait France Télévisions. Et enfin, on aura un dernier temps sur, on va dire, les symboliques et les exceptions, enfin les particularités de la présence du sang dans le catch, notamment les matchs extrêmes, les matchs les plus sanguinolents où certains mettent même leur cap eux-mêmes. Moi par exemple, je sais que ce sont des matchs typiquement au Japon, il y a les qui ont des termes particuliers peut-être au Japon, ouais, les deathmatch tout simplement, ouais, au Japon il n'y a pas d'autre. Puis il y a tellement d'excentricité au Japon que... c'est ça, ouais, des matchs dans des bus et tout ça. C'est pas une blague en plus, mais tu le sais. Un pont, et en l'occurrence, voilà, de savoir jusqu'où ça peut aller et pourquoi, et aussi la symbolique parfois un peu cachée, on l'a fait en mode Illuminati. Alors on va commencer par une petite introduction, peut-être on va faire un petit tour de table. Votre premier contact ou souvenir saillant avec du sang dans le catch, ce serait... Dans un match de catch. Ouais, dans un match de catch, ce serait quoi ? Ça peut être un bon point de départ, j'y avais pas pensé initialement, mais ça peut être un bon point de départ. Alors moi, j'ai presque commencé le catch avec un match extrême et sanglant. C'est pas un traumatisme de l'enfance, mais presque. Quand le catch a commencé à être diffusé largement en France sur la TNT avec NT1 et compagnie, donc 2006-2007, mon oncle qui lui était un grand fan de catch des années mortes, on va dire,
est revenu à la charge et a dit faut que tu regardes ça, c'est trop bien, machin. Et moi qui n'ai pas du tout un sportif ou un fan de sport, je me c'est de la merde, c'est truqué et tout ça. Et puis il me dit non, regarde ce match. Alors je fais d'accord. Mais faut pas qu'il y ait ton cousin qui devait avoir, je sais pas, 7-8 ans qui regarde. Je fais oulala, ça veut dire que c'est grave. Ouais, il y a plein de sang et tout. Ah, ok, d'accord. Et donc, il me montre Mankind contre Undertaker, King of the Ring 98, le fameux Hell in a Cell. Où là, je me dis putain, mais le mec il meurt. Et quand je regarde la télé, je suis limite traumatisé. Genre, il essaye de partout, il a perdu une dent et tout. Et quand je regarde mon oncle, il est en mode c'est trop bien, ouais. Et je me dis, putain, mon oncle est bizarre. Et finalement, je me dis, en rétrospection, moi aussi, je suis bizarre parce que je suis en train de kiffer ma race. Donc voilà comment j'ai été introduit au catch et au sang dans le catch. Il y a des oncles ou des tantes qui emmènent à la chasse et toi, ça a été Mankind, Undertaker. Ouais. Bon, ok, chacun son initiation. Michael. Alors là, moi, tu me prends un peu de cours parce que là, je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure, mais je vois pas. Par rapport à la. Moi, j'ai regardé le catch, j'ai commencé à regarder le catch précisément le Royal Rumble qu'a gagné Ric Flair en 93, je crois. Ou ça peut être celui vraiment qui te saute au visage, marquant. Qui te gifle le visage comme non, bah après, il y a les. J'ai découvert peut-être les matchs très très sanglants avec. J'ai repris le catch. Je pense pas que j'ai vu énormément de matchs avec beaucoup de sang. En tout cas, j'ai pas ce souvenir-là dans ma première période. Donc ma première période qui est de 93 à 95 à peu près. Après, j'ai repris en 2004-5. Et je pense qu'un des matchs les plus sanglants que j'ai vu, ça doit être un match de Ric Flair contre Triple H. Un match en cage. Ouais, je vois. Où Ric Flair a un peu l'habitude de terminer ces matchs où on ne voit plus son visage en fait, parce que c'est un espèce de blob rouge. Ses cheveux blonds qui sont complètement rouges. Oui, et il est assez connu pour ça. Et du coup, je pense que ça doit être clairement le premier match que j'ai vu qui était vraiment très sanglant. Ça m'a dû me choquer un petit peu. Mais surtout que c'est vraiment sa spécialité, parce qu'au final, c'est assez rare. Surtout que maintenant, on en parlera, maintenant il y a... c'est PG-13. La politique, moins en tout cas la WWE, c'est pas de sang. On essaie de ça a changé un peu, je pense, parce que... Je crois on en parlera, je pense, mais il y a une période où systématiquement quand il y avait du sang, il y avait l'arbitre qui arrêtait le match et je crois qu'ils le font moins maintenant parce que dernièrement il y a eu des matchs avec quand même du sang et ils laissent les catcheurs catcher parce que ça foutait en l'air les matchs. Que ce soit des catcheurs ou du public, je pense qu'il y a un côté non, tu peux pas arrêter le match, ça te sort du match si tu arrêtes le match alors qu'il y a juste un peu de sang. Oui, maintenant l'arbitre il sort la serviette à la limite et il sort les gants, mais il arrête pas le match. Oui, quoi. Ils sortent leurs gants, mais ça on parlera de la législation intéressant. Parce que dans le sport il y a une législation et je sais pas si c'est la même dans le catch, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est considéré comme un sport? Parce que dans le sport on n'a pas le droit de saigner sur dans un match de foot. Si on saigne, il faut à tout prix qu'on sorte parce qu'il y a des risques de maladie et tout, donc on n'a pas le droit de saigner là. Alors que dans le catch, je pense que c'est pas considéré comme un sport, du coup ça doit être toléré, donc voilà, je sais pas, c'est intéressant. Ça pose même des problèmes, mais on en parlera peut-être après. Oui, Taker et CMST. Voilà. La suite plus tard. Mais c'est vrai, il y en a. Enfin, là, vous m'apprenez un truc. Alors, Taker n'a pas de MST à ma connaissance, mais pour aller à fond dans l'anecdote, c'est que il y a eu un match, je crois, c'est Armageddon 2005. D'accord. Hell in a Cell, Orton, donc Randy Orton contre Undertaker. Les deux saignent parce que Hell in a Cell oblige, faut de la violence, faut du sang. Enfin, à l'époque en tout cas. Et Randy Orton n'était pas tout seul, il était managé par son père, donc Cowboy Bob Orton, qui lui a une MST. Hépatite C, il me semble. D'accord. Donc l'hépatite C, on la garde à vie, entre guillemets. Ouais. Et donc lui aussi saigne. Et donc tous les trois saignent ensemble dans un ring. Donc les sangs donc les sangs se mélangent, sauf que l'Undertaker n'était pas vraiment au courant que monsieur avec l'hépatite. Très bien. C'était quand ça en fait? 2005, il me semble. C'est marrant parce que moi j'ai une autre anecdote aussi avec Taker qui n'est pas la même. Il a fait un match à l'ECW, donc ça doit être après. Quand la WWE avait ramené la ECW avec Hardcore Holly, où Hardcore Holly avait saigné et Hardcore Holly en fait avait je sais plus ou une hépatite ou la syphilis en fait. Et Taker était pas content du tout, je crois même qu'Hardcore Holly a été viré en fait à la suite de ça. Ah, c'est très possible, ouais. Donc Taker a quand même un historique avec les problèmes de maladies, pas sexuellement mais transmissible dans un ring.
Très bien. Quand vous dites hardcore Holly, c'est non, c'est ça. Non, rien à voir. Non, c'est pas une Donc, star du non, porno très dont bien, on c'est parle. pas celle-là. Sans transition, c'est bien. Encore peut-être une future émission législation, comme disait Michael, sport et risque et risque en tout genre. Alors on va revenir à ce qui nous concerne. Pour donner très, très brièvement mon exemple à moi, alors ça a été le même que le tien, Félix, mais dans une temporalité différente. J'ai été préservé de ça. Il y a la ZE qui est passée avant et la DAS de l'époque qui a fait non, vous pouvez pas laisser l'oncle de Félix faire regarder ça à Mehdi. Donc, et c'est quand je me suis remis, comme Michael parlait d'interruption, je pense que pas mal de monde, à quelques rares exceptions près, ont regardé avec un break le catch et ont repris. Encore qu'il y en a peut-être qui ont regardé sans discontinuer, peu importe. Et quand j'ai repris, effectivement, je commençais à me faire vraiment des matchs emblématiques. Et là, je suis tombé là-dessus sans la censure, parce que de par chez nous, il fallait quand même les trouver sans censure et compagnie. Et j'ai fait waouh, d'accord, je pensais que c'était que dans Dragon Ball non censuré qu'il y avait des trucs comme ça. Et voilà, grosse découverte. Bon, quelques matchs extrêmes aussi, mais celui-là, ça va vraiment été emblématique, plus tout le visuel du match qui est effectivement complètement dingo. Alors je vais rebondir d'un visuel à un autre avec un exemple qui est assez ancré depuis ces dernières années, qui a un petit peu surpris / choqué les gens. C'est The Wrestler, donc le film d'Aronofsky. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Pour que ça soit parlant aux gens qui continuent de constituer leur culture catch avec nous, qui sont peut-être pas aguerris en catch et qui continuent de s'instruire, de partager. Et en l'occurrence, c'est vrai que dans The Wrestler, il y a cette dimension très à la fois match extrême et puis ce qu'on appelle les fameux cuts, donc effectivement le bleeding, Ouais, donc le blade job. le blade comme on job, dit dans le merci. On en a eu un assez représentatif il y a pas très longtemps dans la temporalité où on enregistre, donc à All In, Oui. où Cody Rhodes en a fait un petite couture, Petits oignons. c'était du fait main, fait oignon, Faisandé. faisandé. Et en l'occurrence, voilà, il s'est bien découpé pile poil au niveau de la jointure, Oui, parce que tif, Pour, crâne. pour expliquer un peu oui, en détail, merci. le blade job, c'est quand un catcheur cache une petite lame de rasoir, par exemple dans le strap au niveau du poignet généralement, pour pouvoir la sortir à un moment clé du match où il est par exemple au sol, Ou qu'on peut lui passer. ou qu'on peut lui passer par l'arbitre aussi, c'est vrai souvent. Le catcheur en général est au sol, il est face contre terre, il en profite pour voilà, il vérifie que personne ne le voit et puis il se coupe un petit peu au niveau du front parce qu'à la tête ça saigne très vite. Oui. Et donc quand il relève la tête, oh mon dieu, il saigne abondamment du front et de la tête. Et donc le sang arrive dans le match de façon intentionnelle pour le coup et ça relève le drama, quoi. Ça me permet micro auto-promo pour Félix. Je sais plus si tu le mentionnes dans ton article, mais dans tout ce qui est lien aux sciences, etc., tu avais fait donc un article sur les risques du métier. Le catch est-il si fake que ça? Donc vous pouvez trouver, on le mettra en lien gratuitement, même si c'est pas directement lié au sang, sur le site de Science et Avenir. Voilà, petite Merci parenthèse. pour la promo. Mais je t'en prie parce que c'est quand même lié. Donc on revient à nos blade job aux petits oignons faisandés pour effectivement, pourquoi l'exemple de Wrestler? Parce que c'est quand même un truc où il y a eu cette période où tout le monde disait c'était fake et après avoir vu le film se disait ah tiens c'est aussi hardcore que ça. Et donc il y a eu cette période très drôle quand il y a eu The Wrestler qui est sorti où tous les gens se disaient ah mais en fait ça rigole pas ou c'est super dangereux. Qui est retombé après le succès du film quand les gens qui n'ont pas de goût se sont pas mis à regarder du catch après le film. Un petit scud en passant. Ouh. Et en l'occurrence, cette période, elle était assez intéressante parce que les gens découvraient peut-être de la même manière que moi ou d'autres plus jeunes générations que il pouvait y avoir des matchs où ça piste sang. Ce qu'on n'a pas précisé aussi, on a parlé du blade job, donc là on est dans un truc intentionnel. Il y a évidemment les cas où cela ne l'est pas. Je vais y arriver en termes d'articulation. Les gens saignent, moi je ne sais pas articuler, chacun sa merde. Et en l'occurrence, là ça donne encore une autre valeur, je dirais, au match. Il y a deux enjeux là-dedans, c'est que ça peut rajouter une portée dramatique qui était imprévue. Et ça, c'est entre guillemets, en touchant du bois, que ce soit pas trop grave pour le catcheur, c'est plutôt chouette. Ou sinon, ça peut effectivement carrément entraver et couper court
un match en termes, on vous en parliez avec Michael, de prise de risque à éviter, que ce soit transmission d'hépatite ou saignement. Oui, ou même tout simplement si le catcheur saigne trop abondamment et que le sang commence à couler au niveau des yeux et compagnie, il peut plus voir grand chose et donc c'est plus difficile de chorégraphier ou d'esquiver ou ce genre de choses, donc ça peut être aussi problématique dans ce sens-là. Moi, juste pour rebondir sur The Wrestler, qui selon moi est une ignoble bouse, mais c'est mon opinion. Moi, quand tu disais oui que t'aurais voulu que ça crée peut-être plus d'attraction par rapport au catch, moi je trouve que justement The Wrestler ça donne une image absolument catastrophique du catch. Pas que ça crée plus d'attraction, c'était vraiment au niveau de la blague, que les gens ne soient pas plus intéressés spontanément au catch, pas par rapport à l'image de donner entre guillemets une image ou / une bonne image au catch. Non, pas du tout, pas du tout. Je reprécise. Mais oui. Après c'est vraiment le côté descente aux enfers, mais avec tout ce qu'il peut y avoir de clichés, très ghetto, très trash, très. Et puis le public qui est là, qui veut du sang, c'est pas forcément. Alors que le catch c'est quand même. C'est ça, oui. C'est quand même très bon enfant, très voilà aussi quoi. Enfin, bon, c'est très bon enfant, mais quand on explore après ce genre les sphères que explorait le film à ce moment-là dans le côté extrême où on voit le moment où il fait le blade job, c'est dans une fédération hardcore. Donc là effectivement les fans de catch qui viennent pour voir le catch que propose cette fédération, c'est pas du catch à la NJPW, c'est du haut niveau et de l'acrobatie. C'est y a des néons qui se pètent, il y a des punaises qui s'insèrent dans le corps des catcheurs, il y a des agrafes sur le corps, il y a du verre, du feu, enfin c'est vraiment du sang, de la violence, donc là pour le coup ce fan de catch là, même si évidemment il y a le côté bon enfant, c'est quand même je veux voir de la violence, je veux voir du sang. Oui, c'est un certain type de catch dont on vous a annoncé sans mauvais jeu de mots la couleur. Et puis pour le coup généralement ce genre de catch, vu que ça passe pas trop à la télévision parce que pour sponsoriser ça c'est un peu difficile, tu m'étonnes, ça se passe dans des fédérations indépendantes, donc pas forcément en général il y a un certain niveau de professionnalisme, mais quand même il y a des environnements où il n'y a pas forcément un médecin sur place, c'est pas forcément aseptisé, et on le voit bien dans le film à la fin quand on lui retire les agrafes, les punaises, c'est à la One Again, c'est un peu à la One Again quoi. Et c'est peut-être moins maintenant parce qu'il y a de plus en plus cette conscience de la santé des catcheurs et compagnie, même dans l'indépendant, et on fait plus gaffe à la sécurité, mais dans les années 70-80 même les grosses fédés elles le faisaient et elles s'en foutaient, il n'y avait pas de médecin sur place quoi. Et c'est ce que représente le personnage donc de Randy the Ram, joué par Rourke, comme un mec, un vestige de ce catch là aussi. Mais je te rejoins complètement Michael sur l'idée que c'était pas de dire que c'est une bonne entrée en matière ou une bonne promo. Après, je pense pas qu'il y ait de promo absolue. Il y a des trucs qui représentent bien. Glow, pour rester extrêmement moderne, le fait chouettement à plein de niveaux, de manière certes plus aseptisée, mais s'en sort bien. On ferme la parenthèse, mais c'est bien que tu aies mentionné, et puis ça permet aux gens aussi de se faire une idée de tes exigences cinématographiques. Et moi, donc, je voulais aussi le choix de ce sujet, parce que donc, c'est moi qui l'ai proposé en l'occurrence dans ce cas-là, c'était parce qu'on a vu assez récemment pas mal de matchs avec justement des pétages de, bon ça existe toujours, hein, mais d'arcades et de crânes en tout genre. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué à la fois pour le sang et pour la prise de risque. C'est cette fameuse chute de Ospreay face à Skrull, où beaucoup de gens, dont nous, on s'est dit le pauvre il est mort à ce moment-là, et qui en plus de chuter mais abominablement sur le crâne, a commencé à pisser le sang abondamment au niveau du crâne, et aussi, tant qu'à faire, et à continuer. Alors ça c'est un truc qui va m'intéresser, jusqu'à quel point tu parlais effectivement, est-ce qu'on arrête là? Il y a toujours ces échanges arbitre-catcheur. Voilà, moi ça me coupe même finalement l'association. C'est quel est le degré de dangerosité, jusqu'où va la dramaturgie, parce qu'il a pas genre catché encore une ou deux minutes, hein, il a catché 15-20 minutes si tu comptes la promo avec match, Kushida, ouais, en milieu au mieux. Après je pense que c'est le facteur qui change tout, c'est est-ce qu'il est encore
conscient ou pas? Est-ce qu'il y a eu une commotion en plus de cette pété l'arcade sourcilière ou pas? Par exemple, j'ai le cas et après on peut contredire ce que je viens de dire. Par exemple, il y a un exemple là, la Ring of Honor dans les années, je crois que c'est 2006 ou 2005, je sais plus. Match, c'était Nigel McGuinness qui est aujourd'hui commentateur à NXT, il me semble, contre Austin Harris qui est champion d'Impact aujourd'hui. Tout début de match, Nigel qui sort du ring, qui va voir un fan qui le provoque ou qui l'insulte ou j'en sais rien. Austin Harris qui arrive et qui lui fait un topé sur la gueule. Sauf que Nigel se prend la barrière en métal qui bloquait les fans, donc se pète l'arcade sourcilière, mais se prend une violente commotion. Et pourtant, c'était le début du match. Il continue un match qui dure une demi-heure. Et à ses risques et périls, parce que le jour d'après, il explique qu'il a subi une grave commotion et qu'il va peut-être devoir rendre le titre. Qu'il a voulu poursuivre le match pour les fans et pour lui-même, mais que finalement il aurait peut-être pas dû parce que ça a limite aggravé cette blessure. Donc même quand ça se passe mal, au catch c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de règles finalement. Et de toute façon, récemment, il y a aussi du coup Takahashi, dont on parlait déjà dans le précédent épisode, qui a terminé son match malgré cette quand même un petit peu... Enfin, au final, je ne sais pas si on sait précisément s'il s'est cassé le cou, mais il a terminé son match après un joyeux botch de Dragon Lee. Et lundi dernier, il y a un très bon exemple qui est intéressant par rapport à la communication avec l'arbitre et à la façon dont l'arbitre doit faire son boulot. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au dernier Raw, Monday Night Raw, il y a donc Brie Bella, c'est Brie ou c'est Brie, qui a voulu faire le yes kick de Daniel Bryan à donc Liv, comment elle s'appelle, Liv Morgan, et qui en fait normalement c'est des coups de pied au niveau du thorax, et les deux derniers ont touché la tête donc de Liv Morgan, et Liv Morgan était complètement KO. Ils l'ont un peu, c'est à peine si elle pouvait plus se déplacer d'ailleurs, ils l'ont un petit peu sorti du ring. Et là il y a un truc qu'on voit qui n'a pas été remarqué par tout le monde, mais moi du coup j'ai vu un podcast de Shinro Sap qui l'a bien noté, et j'ai regardé le match parce que je n'avais pas bien vu, et c'est assez évident et c'est intéressant. Après il y a le match qui continue, et en fait l'arbitre ne s'occupe pas du tout des catcheuses, parce qu'il est en train de checker en fait Liv Morgan et apparemment elle voulait pas partir. Et il lui dit, et après en fait il y a un spot après ça où elle devait se prendre un bump, et il était hors de question qu'elle se prenne encore un bump alors qu'elle s'était pris éventuellement une commotion à ce moment-là. Et on voit très bien en fait que on la voit pas, elle est hors du ring, mais on voit qu'au moment où il prépare le spot et où elle veut revenir, on voit l'arbitre qui fait des grands gestes, qui lui dit en gros non mais tu dégages, tu ne reviens pas sur le ring, tu pars. Et en fait, elle est quand même revenue sur le ring parce qu'elle n'a pas écouté l'arbitre et elle a pris son bump. Donc l'arbitre est censé avoir ce rôle, mais parfois il peut pas empêcher le catcheur de vouloir continuer. Et puis dans un problème, enfin un truc plus tragique, on a déjà dû en parler, mais il y a un catcheur mexicain qui est mort il y a peut-être 2 ans, qui s'est du coup fait le coup du lapin, tout simplement. en tombant à l'extérieur du ring. Et avec l'adrénaline, il est remonté sur le ring alors qu'il avait des lésions et compagnie. Et là, l'arbitre n'a pas fait son boulot du coup, parce qu'il a continué le truc et qu'il est à moitié mort. Il est mort à l'hôpital, mais il a perdu conscience sur le ring après, quoi. Et pour revenir encore sur le sang et sur le côté contradictoire et tout ça, parce qu'à la WWE, c'est proscrit quasiment aujourd'hui de saigner sur le ring, de faire un blade job. En général, si le catcheur le fait de son propre chef, il est banni. Non, pas banni, mais il doit payer une amende. Oui. Et par contre, le truc qui est contradictoire, c'est parfois quand on a besoin de sang pour le drama, justement, et ben là, on peut pas faire de blade job parce que c'est interdit. Et donc, c'est arrivé, par exemple, à un match important qui était Brock Lesnar contre Randy Orton. Donc, Brock Lesnar a dû y aller, comme on dit dans le jargon, hard way. Donc c'est vraiment mettant des coups, en mettant des coups réels à Randy Orton. En se battant à la NJPW, quoi. Voilà, un peu. En mettant des coups réels à Randy Orton sur le crâne pour le faire saigner, mais à tel point que Randy Orton s'en est sorti avec une petite commotion cérébrale. Donc c'est ça qui est bizarre au catch, c'est qu'ils mettent des règles, on les contredise. Voilà. Oui, Michael. Non, et puis n'oublions pas Vince McMahon, parce que Vince McMahon dit à ses catcheurs qu'ils ne doivent pas blader. Encore que je pense que ça commence à changer, à mon avis, il commence à revenir là-dessus. Mais lui, par contre, a le droit de saigner sur le ring, parce que bon, quand il s'est pris un coup de boule de Kevin Owens,
Personne va lui dire que c'est pas bien. C'est sûr. Voilà. Après, on n'a jamais trop su si c'était du faux sang, si c'était prévu, si c'était pas. Enfin, c'était du sang un peu bizarre parce qu'il avait une espèce de perle de sang sur le front. C'était un peu. On n'a jamais trop su en fait au final. Dave Medler nous a pas expliqué, alors qu'il sait tout d'habitude, si ça avait été prévu ou un accident ou toléré ou on ne sait pas trop. En fait. Oui, justement, cet exemple-là particulier, je me suis dit, je laisse un battement pour savoir, je m'en serais voulu te le piquer comme tout ce qui est de Kevin Owens. Mais non, là-dessus où il y a les contradictions de la WWE, et c'est pas la seule fédération, sont nombreuses, mais c'est vrai qu'eux sont assez là-dessus sont assez spé en ce qui concerne le sang. Alors on a eu des exemples assez emblématiques et assez récents. Finalement, à quoi on arrive un peu au point d'orgue? Alors il y a deux choses, peut-être un petit rappel, parce qu'on parlait un peu science, même beaucoup, pas qu'un peu, avec Félix. C'est qu'il y a un terme technique, finalement le sang c'est ce qu'on appelle un symptôme positif en termes de médecine, c'est-à-dire c'est un truc qui se voit, comme par exemple, donner un autre exemple, dans le champ de la psychiatrie, on va appeler symptômes positifs des éléments qui vont permettre de repérer un trouble psychique, que quelqu'un va vraiment pas bien, et du coup de pouvoir avoir des signes qui nous permettent de l'hospitaliser, de lui donner un traitement par exemple. Voilà, c'est pour avoir un petit parallèle. Là déjà, ça a cet élément-là, c'est-à-dire que c'est un repère, même si vous l'avez très bien nuancé, ça ne dit pas tout. Contrairement à l'effet commotion, ouais, voilà. Voilà, tout à fait. L'effet commotion, on n'a pas joué, comme diraient les commentateurs de foot. Et puis surtout, on arrive donc doucement à une deuxième partie sur laquelle je voulais vous amener, c'est pourquoi le sang? À quel moment, effectivement, est-ce qu'on recourt au sang? Donc le premier truc très bas du front, c'est parce que ça se voit. Ça se voit particulièrement, c'est très visuel, c'est bateau à dire, mais voilà. Et puis c'est évocateur, enfin, même quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le catch et ce qui s'y passe dans un ring. Oui, ton exemple avec ton oncle, par exemple. Non, mais je blague pas tant que ça. Non, mais oui, vrai, mais c'était. Au moins, on comprend tout de suite que c'est grave et que c'est entre guillemets important parce que ça va jusqu'à faire saigner quelqu'un. Donc ça veut dire que ce qui se passe, non seulement ça peut être réel, ça met le doute que ça puisse être réel, si le caméraman fait bien gaffe à pas filmer le catcheur qui se coupe le front, parce que c'est déjà arrivé. Donc ça met les choses dans une perspective qui est différente. Mais oui, je crois que c'est ça le truc, c'est que c'est vrai en fait, et que le catch est perpétuellement dans une quête de reconnaissance. Il a besoin d'avoir l'air vrai pour qu'il fonctionne. Donc c'est pour ça que quand c'est toujours un peu paradoxal, parce qu'en même temps ils veulent pas que leur catcheur se blesse ou se fasse mal ou qu'il y ait du sang de façon involontaire. En même temps, quand il se passe quelque chose d'un peu spectaculaire, ils nous montent énormément de replays parce que ils savent que les gens vont voir ça et qu'ils vont dire le catch, dis donc, ça, voilà, c'est tout simplement, ça met en valeur le produit, quoi. J'ai envie de dire, c'est triste, mais... Preuve en est, dans l'actualité actuelle de là où on enregistre, la WWE a mis un post sur YouTube en déclarant que sa première vidéo a dépassé les 100 millions de vues. C'est une vidéo d'un segment de confrontation entre John Cena et Brock Lesnar de 2012, il me semble, où Brock Lesnar pète la mâchoire de John Cena et on a des plans, en gros plans sur John Cena qui a la bouche en sang et compagnie. Donc preuve que ça joue quand même un rôle vachement important. Oui, il y a cette dimension. Bon, comme souvent, on se concentre sur la WWE dans le sens, même si on a des exemples assez intéressants du côté de la NJPW, et puis si d'autres vous viennent ailleurs. Alors on peut se dire, pour rebondir sur l'exemple qu'on prenait de wrestler, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, que quand on est dans des trucs un peu plus déjà avec moins de légifération, ah bah voilà, il y a une ambulance qui passe au loin, c'est parfait, c'est très qui a fait un blade job. Voilà, attention, qui s'est entaillé. Et en l'occurrence, je pense à l'exemple de la Lucha Underground, qui déjà dans son titre a Underground, donc forcément ce côté peut-être un peu plus sale, un peu plus, et où là la question se pose moins. C'est-à-dire que la dimension du sang, même si on pousse plus loin, il y a la dimension de référence dans
la lucha et surtout dans la culture sud-américaine, qui est quand même où le sang a une place assez prépondérante dans les mythologies, à la fois comme élément choquant de domination et puis en termes de symbolique, je m'avance un petit peu sur la suite de l'émission, mais aussi comment dire, comme truc choquant, mais comme truc aussi signe de vie, comme signe de rituel. Donc on est moins étonné avec les matchs extrêmes, même si c'est le ton global donné par la lucha underground quand ils arrivent là-dedans. Et puis aussi parce que c'est autorisé et que eux, dans leur législation, ils n'ont pas trop de soucis là-dessus, que ce soit du blade ou que ce soit du match extrême où on saigne très clairement. Donc voilà, ça c'est effectivement un exemple dans la dramaturgie. On vous renvoie aussi à l'émission qu'on avait enregistrée il y a quelques mois, voire un an, sur les ressorts de la dramaturgie au Catchacast pour avoir un petit peu les bases de ce qu'on disait là-dessus. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples peut-être sur le pourquoi de la présence du sang. Donc on a finalement la dimension visuelle, la dimension symbolique, on reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourra voir d'autre sur l'importance et le pourquoi de l'utilisation du sang dans un match de catch rien de spécialement. Donc oui, on a dit la dimension visuelle parce que ça se voit, parce que on peut entre guillemets s'identifier, c'est impactant. Puis le sang aussi, il y a quand il y a du sang, on a l'impression que le match gagne un niveau de comme on disait en dramaturgie. Voilà, non seulement de violence, mais d'enjeu aussi. Par exemple, on parlait de Ric Flair tout à l'heure, il saignait beaucoup parce que, il faisait du blade job beaucoup parce que c'était histoire de rappeler au public, et c'est un match important que vous regardez là. Ça saigne. Ou pareil, si un babyface, donc un gentil, commence à saigner, tout de suite le public s'inquiète beaucoup plus pour lui. Donc il y a cette dimension visuelle, mais cette dimension de ressort narratif, encore une fois, comme il y en a beaucoup dans le catch. Ouais. Et puis moi de mon côté, sauf si vous avez d'autres exemples, je terminerai sur vous parliez justement du paradoxe surtout de la WWE dans le rapport au sang, et cet exemple de la vidéo là à 100 millions qui sont mis en avant de vue, c'est ce fantasme, on en a déjà beaucoup parlé, pour Michael parlait d'être ce paradoxe d'être fake mais de cultiver quelque chose de réel, donc ce fantasme de la WWE pour le free fight que le Japon a aussi partagé, la NJPW de l'époque, justement Inoki qui voulait vraiment mettre ça en avant, donc là il y a quelque chose de très particulier dans cette recherche de coups portés, les exemples que tu as donnés avec Orton, donc on sent que c'est quand même un sac de nœuds où une côté éthique et paradoxal et bizarre. Oui, moi je voulais un peu prendre ça à rebrousse-poil, et ça fait aussi un peu l'inverse en fait, c'est-à-dire que dans l'ère récente où ils évitaient qu'il y ait du sang et où on a eu plein de matchs, parce qu'il y en a eu beaucoup à ce moment-là comme par hasard, parce qu'en fait au moment où la WWE, c'est un peu l'effet Murphy, au moment où la WWE voulait plus de sang, tous les catcheurs passaient leur temps à s'ouvrir l'arcade en permanence, et il y a eu plein de matchs où ça fait un peu l'inverse, c'est-à-dire que, alors j'ai deux exemples de matchs où il y a un exemple de match avec Joe, avec Samoa Joe, alors contre qui c'était du coup je sais plus contre qui c'était, où en fait, dès le début du match, parce qu'en fait, Félix disait que... C'est un match à NXT, il me semble, non ? C'est ça ? Ouais, probablement. D'accord. Donc ça devait être contre Nakamura, c'était contre Nakamura. Et en fait, le sang, normalement, c'est censé arriver de façon un petit peu stratégique dans la dramaturgie d'un match. C'est un petit peu le climax, genre ça y est, on est tous en sang, on va tous mourir. Et quand ça arrive au tout début du match de façon un petit peu maladroite, ça a un côté un peu ridicule en fait. C'est-à-dire que, surtout quand c'est le heel, qui est par exemple la Joe contre Nakamura, qui est censé être le mec qui allait lui tabasser la gueule, mais du coup il a l'air affaibli en fait. Parce qu'en fait, quand on saigne, on a aussi l'air un petit peu, surtout si l'arbitre est là avec ses gants en train de nous dire non mais bouge pas chouchou, je vais te mettre un petit peu d'alcool, du coup ça n'est pas du tout valorisant pour le heel. Et alors je me souviens qu'avec Joe c'était hyper ridicule. Et il y a un autre exemple, bien évidemment je vais pouvoir recaser Ken Owens. C'est assez rigolo parce que Ken Owens il l'a signé qu'une seule fois à la WWE. Est-ce que vous savez quand c'est? Il a signé dans son premier match à la WWE. Son premier match qui était un match à TakeOver où il avait débuté contre Juice Robinson qui avait un autre nom, CJ Parker, où CJ Parker lui avait cassé le nez. C'est hyper ridicule parce que c'était censé être un squash où Kevin Owens montrait à quel point il était redoutable en tabassant son adversaire. Et alors au final, c'est intéressant parce que ça a marché dans les deux sens. C'est-à-dire que il devait tabasser donc CJ Parker.
au final, CJ Parker l'a fait saigner, donc du coup, dans un premier temps, Wentz a eu l'air moins redoutable qu'il en avait l'air, parce que c'est lui qui a été blessé physiquement par son adversaire. Sauf qu'au final, il a terminé en le tabassant avec sa gueule en sang, donc il avait l'air encore plus d'un espèce de fou sanguinaire et tout, donc ça s'est complètement retourné. Donc là, on a les deux exemples dans le même match, quoi, donc ça fonctionne assez bien. Ça change la dynamique quand ça arrive accidentellement au début. Ça peut changer. Si les commentateurs le jouent bien et si les catcheurs le jouent bien, ça peut changer la dynamique. Effectivement, on peut jouer là-dessus, quoi. Après, tant que faire se peut, c'est surtout ça le vrai problème. Mais c'est comme pour les blessures, d'une certaine manière. C'est vrai que le sang a cet avantage, entre guillemets, d'être visible, donc forcément plus impactant qu'une blessure qui ne se voit pas, avec laquelle on peut, en fonction du degré de tolérance, évidemment, des catcheurs, et Dieu seul sait qu'ils le sont, mais comme le dit très bien Michael, je crois qu'on terminera en tout cas sur cette partie sur l'exemple avec Julius Robinson, CJ Parker avant son arrivée à la NJPW. Si c'est bien goupillé et s'il se coordonne bien, on peut tout à fait donner un côté il pisse le sang, mais il finit le match et puis il terrasse l'adversaire, donc ça donne un côté pour reprendre ton terme, impitoyable. Voilà, donc on aura fait le tour vraiment de la représentation et de l'utilité. Après, on vous l'a pas dit concrètement, mais comme je vous disais, il y a des podcasts qu'on vous mettra en référence où il y a notamment les titres aussi parfois des matchs, pas seulement les enjeux, mais on va avoir beaucoup plus du sang, je crois, que dans les Hell in a Cell et compagnie. Donc évidemment des trucs qui vont évoquer comme ça la terreur ou la violence, voilà. Et un dernier point, une petite question ouverte avant de passer à la suite. Moi, je vais vous poser une question bête, on parlait des MST, mais est-ce qu'on n'a pas vu une réduction de la représentation du sang à la WWE, entre autres, pendant les années SIDA? Je me pose la question comme ça. Je sais pas, parce qu'on parlait tout à l'heure de MST machin à la semi-blague, bien entendu, mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas eu un truc, allez-y, mettez un peu la pédale douce, parce que effectivement, les années SIDA, là on sait que c'est chaud, SIDA, 90 fin 90, début 90. Ouais. Je pense que la WWE a pas vraiment joué là-dessus, ou alors inconsciemment, parce qu'en même temps, d'un point de vue créatif et politique, elle était dans un moment très family friendly, donc le sang n'était pas forcément recherché. C'était plus les personnages cartoon, les personnages super-héroïques. Ça dépend, enfin début 90, ouais, mais la deuxième moitié de 90, c'était attitude la deuxième moitié de 90, je pense qu'ils y allaient à cœur joie dans... Oui, puis il y a même des pay-per-view qui s'appelaient Bad Blood. Ouais, donc je pense qu'au contraire, ils ont été franchement à fond dans le truc, donc à mon avis, ça les a pas trop gênés. Surtout que je sais pas si le sida, c'était très très... Enfin, c'était plutôt dans le grand public, je pense, représenté comme une maladie sexuelle que comme précisément quelque chose qui est en rapport au sang. Après, par contre, peut-être que, alors, je pense qu'ils n'ont pas dû trop se poser la question au début parce que maintenant, clairement, quand l'arbitre met des gants et tout, je pense que c'est vraiment pour des raisons hygiéniques et voilà. Je pense qu'ils ont dû mettre un petit moment à se poser cette question. Il faudrait voir, mais à mon avis, je sais pas si l'arbitre mettait des gants en années 90. Non. Voilà. Dans les années 90, surtout avec la... Parce qu'en fait... Début 90, c'était le côté cartoonesque, et puis après, comme tu dis, vers la fin des années 90, c'est plus ce qu'on appelle l'attitude era, donc un truc beaucoup plus violent, avec plein de storylines autour du sexe, ce genre de truc, et qui a été boosté par une autre fédération qui s'appelle la ECW, qui est bien connue maintenant, et elle mettait en avant beaucoup de matchs hardcore, beaucoup de sang, beaucoup de sexe, beaucoup de drogue, enfin ce genre de thématique en tout cas, et elle, Dieu sait que l'hygiène c'était pas la priorité, surtout quand plusieurs matchs s'enchaînaient, plusieurs matchs sanglants, et que déjà le tapis de ring était teinté de sang, et qu'on enchaînait, et que quelqu'un saignait et qu'il se remettait sur ce même tapis de ring. Voilà. Quand vous avez ce côté très no future, très trash, mais c'était au cas où, c'était une petite hypothèse comme ça. On arrive donc doucement à l'autre portée intéressante, donc la dimension symbolique. Alors on vous renverra pour les non-anglophobes un article, le site m'échappe, mais donc qui traite en fait de la portée symbolique, pas seulement du sang, mais du sang, de la sueur et
du crachat, donc tout un problème, le lapsus est génial, tout un programme. Spectacle of Excess, le nom du site, il me semble, qui cite Roland Barthes en titre. Donc. Ça c'est stylé. Donc qu'est-ce que je voulais dire, comme l'intitulé dont je vous parlais le dit, donc on essaye de voir quel est l'apport de ces choses qui se voient au-delà du sang, que sont la sueur et le crachat. Alors il y a plein de trucs vraiment très intéressants qui vont dépasser là, le cadre de ce qu'on évoque, parce que par exemple il y a un point intéressant, c'est que le sang chez les femmes, à part au Japon, c'est 0. Hein. C'est rare. C'est très rare. C'est très rare. Même au Japon, ça reste très rare. Pour reparler de la ICW des années 90, il y avait un match, alors c'est encore plus particulier parce que c'était un match entre, pas forcément une catcheuse, entre guillemets dans le roster, elle n'était pas traitée comme catcheuse, mais comme accompagnatrice de Tommy Dreamer, qui est devenue sa femme dans la vraie vie après, qui s'appelle Beulah Beulah McGillicuddy, je crois, un truc comme ça, et qui se battait contre un arbitre qui était Bill Alfonso. C'était dans le cadre d'une feud quelconque, je ne me rappelle plus, où là les deux ont sérieusement saigné abondamment. Donc là pour le coup c'était une femme qui saignait sur un ring, donc c'était encore plus particulier. Mais après dans le catch féminin, je pense que ça arrive, mais hyper rarement, bizarrement. Oui, non, je pense que c'est volontaire. Après, il y a, c'est ce qu'essaye de faire l'auteur justement de l'article, c'est de se distinguer de l'iconographie religieuse, notamment judéo-chrétienne. Et souvent, je pense, sans être trop dans le cliché, hein, vous pourrez nous dire dans les commentaires ou quoi que ce soit, alors que décidément les transfusions, vous les entendez au loin, se font légion avec les passages d'ambulance. On a, je pense qu'il y a la représentation évidemment l'association aux règles pour les femmes, qui je pense est assez évidente en termes de dimension puritaine, surtout aux États-Unis. Et puis cette dimension, même au-delà des règles, à la fois d'impureté, et puis on souille pas le visage d'une femme. Hein. On a un truc qu'on n'a pas rappelé tout à l'heure. Il y a le côté, comment dire, un autre truc qui est interdit avec le sang, c'est le fait qu'un mec frappe. Vraiment explicitement une femme pendant un match à la WWE. On peut avoir des dommages collatéraux du style il se pousse ou il y a un truc, mais pas effectivement de coups concrets, sonnants et trébuchants. Donc voilà, ça c'est des petites hypothèses sur déjà cette symbolique là qui nous en dit un peu long. Je sais pas du coup si Félix ou Michael voulaient compléter sur les catcheuses notamment. Non, moi je me demandais s'il y a déjà eu une femme qui a saigné à la WWE. J'arrive même pas à trouver un exemple. Même dans un accident. Je pense que c'est forcément arrivé, mais j'avoue que moi-même j'ai pas d'exemple en tête. Le botch là, de Raw aurait pu avoir du sang, mais il n'y en a pas eu, je crois. Mais oui, c'est quand même assez rare. Autant des blessures de femmes, il y en a quand même quelques-unes. Oui, forcément. C'est généralement plutôt des problèmes de Sasha Banks qui se casse en deux parce qu'elle est trop souple. Ironiquement, ouais. Et sinon je pense pas que c'est vraiment très très rare. Ça doit plus arriver au Japon quand même. Enfin, je pense qu'au Japon il y a des... faudrait demander à Guillaume Verdun qui doit le savoir mieux que moi, mais il doit y avoir des matchs hardcore même chez les Joshi comme on les appelle au Japon. Non, et puis il y a même des moments, moi je me rappelle c'était un match qui était devenu un shoot comme on dit, donc une vraie bagarre entre deux femmes, où les deux étaient finis. Il glace le sang c'était extrait, on parlait de Mankind Undertaker au tout début, limite ça fait plus peur ce moment-là que Mankind Undertaker. Il y a un vrai malaise dans cet on vous mettra l'extrait pour que vous ayez un ordre d'idée, mais faut être bien accroché, hein. C'est rare que je mette ce qu'on appelle des trigger warnings, mais violent. Voilà. Alors que donc deux petites précisions, donc le Joshi Pulo c'est la branche effectivement féminine du catch féminin japonais, et Guillaume Verdun qui évoquait Michael, pour ceux qui nous rejoignent direct sur la saison 2, avait été avec nous sur quelques numéros sur la première saison du Catchacast, et vous pouvez aussi le retrouver sur les internets si vous voulez lui demander en détail. Michael, tu as un autre truc qui t'est revenu à l'esprit? Non, par rapport à la symbolique, juste il y a aussi des catcheurs qui utilisent ça pas mal dans la façon un petit peu d'interpréter leur personnage, parce qu'en fait le sang parfois ça peut être vachement bien au niveau de la mise en scène. Et par exemple il y a des catcheurs qui adorent se barbouiller du sang de leur adversaire et des choses comme ça, voire lécher leur sang, ou des trucs un peu étranges. Côté sanguinaire, ouais, ça arrive, hein, dégueu. ça arrive pas mal. Et juste par rapport à la toute première question que
que Mehdi avait posé. Moi, un des trucs, les accidents les plus sanglants et les plus violents dont je me souviens maintenant, mais c'est un accident, c'était pas volontaire, c'est un match en équipe, les Hardy Boys contre... comment ils s'appellent, les M&M? Yes. Je vois ce nom, Ouais, le match dont tu veux parler. Joey Mercury et John Morrison. Jomo pour les intimes. Et ou John, je sais pas quand, il y a 3000 noms, donc John Impact, non, Joey Impact. Et Johnny Mundo à la... Et Johnny Mundo. Underground. Et en fait, c'était un spot où Jeff Hardy devait faire balancer une échelle. Il y avait une échelle sur la troisième corde et il devait faire un contrepoids sur l'échelle pour qu'elle touche au visage Joe Mercury. Et un peu comme une balançoire. Un peu comme une balançoire. Et comme Jeff Hardy est un très mauvais catcheur, il a fait ça. Il n'est pas du tout safe. Enfin, c'est arrivé plein de fois dans sa carrière qu'il fasse des choses quand même vraiment pas très sérieuses. Demander à Mr. Kennedy ou à Sting. Mr. Kennedy qui l'a à moitié tué avec une chaise à l'arrière de la tête. Et Sting dans un match très fameux de Tatiana où Jeff Hardy était bourré. Plus et que Sting bourré. a dû le shoot-piner, on va dire. Et donc tout ça pour dire que oui, là, il avait tapé beaucoup trop fort sur l'échelle. Joe Mercury n'avait pas vu le coup venir, s'est pris l'échelle en plein dans l'œil. Il avait l'orbite de l'œil complètement détruit. Il y avait du sang partout. C'était une catastrophe. Il a dû se faire opérer de la tête après. C'est un des moments les plus gore probablement de l'histoire de la WWE, quoi. Ambiance. En ce qui concerne le shoot pin dont parlait Michael, je crois qu'on a déjà dû vous l'évoquer dans un numéro. Donc c'est un moment où Sting a dû forcer le tomber, donc le compte de 3, parce que Monsieur Hardy n'était plus en état pour des raisons de substance sous l'influence très variées, probablement. Donc j'en parlais un petit peu plus tôt. Il y a des cas où vous parliez de gens qui aiment se barioler la tronche de sang et compagnie. Je parlais de la Lucha Underground. Là, ça fait clairement partie du folklore. On a même dans l'imaginaire collectif pop toutes ces soi-disant poussés à l'extrême. Ils existaient mythologiquement et même historiquement, sacrifice aztèque et compagnie fait sur une base de sang. Après, on a poussé dans le cinéma hollywoodien ces fameux symboles avec genre des tracés dans le sol qui se reconstituent avec le sang des morts sacrifiés qui permettent la de rivière ressusciter, de sang dans Shining. Ouais, voilà, donc tous ces délires. Et là, effectivement, c'est complètement cohérent. Ça dépasse même une simple dimension religieuse, parce qu'on peut avoir une dimension purement mythologique, je dirais, à défaut de dire culturelle. Voilà, en tout cas pour ce qui est de la portée symbolique. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être exemples qui vous viennent, Félix? Sur la portée symbolique Ouais, du sang. Ouais, mais c'est après. Je peux continuer pendant que peut-être tu cherches à ce moment-là. Il y a par rapport à l'article, donc on conseille, c'est pas pour rien également que sang, sueur et crachat soient, je dirais, mis au même niveau. Donc il y a cette dimension finalement de sortie. Alors c'est intéressant parce que c'est des sécrétions qui sont plus ou moins volontaires. C'est-à-dire qu'on sait que quand on catch, voilà. On sait que quand on catch, en général, par définition, même si on a un super bon cardio, au bout d'un moment, on va suer. Le crachat, c'est peut-être la plus volontaire, au-delà même de l'effet scénique, de retenir un peu de glavio dans la bouche pour quand on nous met un coup, le cracher au loin et se dire voilà, l'impact était ouf. Ou alors tout simplement à la Naito par exemple, le cracher à la gueule de l'adversaire pour le provoquer. C'est ça, j'y venais, c'est parfait. Donc là c'est le crachat de ce qu'on appelle le bosozoku au Japon, donc la petite frappe qui comme ça provoque avec des glavios dans la tronche. Et le sang, c'est un petit peu, finalement c'est un peu à la périphérie des deux, c'est-à-dire que c'est un truc qui coule en permanence dans nos veines et on sait pas trop, c'est un peu la roulette en fonction du match ça sortira pas le nouveau film de Dimitri Shimekshivak pour les fans de La Cité de la Peur. J'arrête ma référence de trentenaire quadra. Donc voilà, je pense que c'est peut-être un peu ça continue de fasciner au-delà des facultés évidemment organiques, parce que ça a cette dimension random. Il y a toujours cette tension finalement par rapport au sang. La sueur, on sait que ça arrivera. Le crachat, ça peut être un artifice qui est utilisé de manière plus ou moins sciemment. Le sang, voilà. Oui, et puis
au-delà de la dimension symbolique, ça va même dans. Il y a depuis plusieurs années, il y a même un espèce de système de scoring du Ah sang fait dans le match. Ah, Ça incroyable. s'appelle l'échelle de Muta. Muta étant Ah, The mais oui. Great Muta. Bah oui. Donc oui. l'alter ego du catcheur japonais Keiji Muto, parce qu'en fait dans un match de 1992 il me semble de la New Japan Mhm. contre Hiroshi Ase qui est devenu après ministre de l'éducation quand Oui. même. Ouais, exact. Hiroshi Ase qui a littéralement Alors les enfants, aujourd'hui, on va apprendre à ne pas saigner. ouais voilà c'est ça. Je vais vous montrer un match. Donc Great Muta qui a saigné abondamment pendant ce match. Hmm. Et depuis, je crois que ça doit être la review de Dave Meltzer de l'époque, où les fans ont considéré que c'était le point neutre de la Muta Scale. Donc si un match finit avec beaucoup de sang, bah, il est très élevé sur l'échelle de Muta. Et donc il y a plein de fans qui s'amusent à ça. Il y a même un site internet amateur qui est dédié à ce truc-là, où il compare plusieurs matchs. Ah la vache. Voilà, par exemple un match avec Vince McMahon où il se fait saigner, il est très haut sur l'échelle de Muta. Enfin, il y a même cette dimension-là. Le coup de boule, il est à combien pour essayer que je ça sais soit pas. parlant pour Mickaël? Faudrait la noter, je sais pas. Très Je bien. dirais quoi si Vous nous direz sur Twitter, Facebook, voilà. ou Dites-nous. en commentaire. Dites-nous. Au pire, on ira chercher d'ici là. Très bien. Messieurs, je crois qu'on a fait un tour assez conséquent. On a sué sang et eau. Je sais pas s'il y avait peut-être un dernier exemple d'un match ou d'un événement, pas particulièrement, pas besoin de forcer sinon. D'accord. Très bien. On va s'en tenir à ça. On espère qu'on aura fait un petit tour un peu original. On voulait essayer d'amener ça de manière un peu différente. Si, on va peut-être terminer parce qu'on l'avait promis avec un tout dernier exemple où là c'est cache pistache et ça fait clairement partie du show. Donc les deathmatch. On en parlait tout à l'heure. Oui, mais oui. Histoire de quand même pas les louper. Félix, je sais que moi je vais plaider pas méconnaissance totale, mais en tout cas moins poussée que la tienne. Est-ce que tu as des exemples ou des idées qui pourraient illustrer Alors, en portée concrète ou symbolique s'il y en a, si tant est qu'il y en a là-dedans? les matchs de deathmatch où il y a où le sang est impliqué est Ouais. le plus impressionnant. Là, c'est vraiment le but du jeu. On revient un peu à l'exemple Ouais, ça marche. de Wrestler, mais encore plus poussé finalement dans ce que tu nous dis. Il y a, moi j'ai il y a quelque chose qui me revient en tête, c'est quand je faisais ma culture catch, pareil, j'ai regardé en côté sadique du fan de catch, j'ai regardé les trucs les plus extrêmes qui aient pu se dérouler dans l'histoire du catch, et il y a la fédération Deathmatch qui est la Combat Zone Wrestling aux États-Unis, donc une fédération indépendante qui fait que du catch hardcore et très extrême, et même ultra violent. Ils ont un tournoi qui s'appelle le Tournament of Death chaque année, qui se passe en plus à l'extérieur, donc niveau hygiénique c'est encore pire. Et je pense que c'est voulu, où il y avait un moment où les deux catcheurs sont évidemment en sang, mais littéralement vraiment. Il y a des gouttières qui récupèrent pour les. Je pense qu'il y a même des seaux que les fans doivent apporter pour récolter le sang sacré des catcheurs. Et donc il y a ce moment où il y a un des catcheurs qui est à terre plein de sang, et puis l'autre arrive, il sort de sa poche une seringue et pleine de liquide, je ne sais pas de quel liquide c'est d'ailleurs. Je ne veux pas savoir. Et il lui plante dans la joue qui est pleine de sang, et il fait sortir le liquide pour le côté théâtral du truc. Et dans l'autre joue, et donc le catcheur qui est en sang et qui crie et tout ça, et l'autre qui sourit en mode jouissif. Et puis après il sort une tronçonneuse, et puis il la fait pas démarrer, mais il essaye de lui couper le haut du crâne avec. Donc voilà les joies de la Combat Zone Wrestling. Bonjour. Très bien. Pouce vers le haut de Mickaël sur ce genre de match. Alors moi oui, du coup non, juste pour un truc qu'on avait un peu oublié d'aborder, enfin pas forcément, c'est l'aspect, en fait c'est une niche qui peut être intéressante aussi, le hardcore, hein, puisque en fait j'ai envie de parler un petit peu de Impact Wrestling ces derniers temps, qui se renouvelle un petit peu en se spécialisant là-dedans, tout simplement parce que il y a aussi un aspect démographique là-dedans, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de sang, c'est pour les enfants, quand il y a du sang, c'est pour les vrais qui ont des poils. Et du coup... Il est très exigeant, Mickaël, dans le public, section de pub. Tu n'as pas de poils, tu peux pas aller sur du match. Non mais bon, et du coup, non mais c'est intéressant parce que Impact, qui est donc la TNA avant, qui est une fédération qui a eu beaucoup de mal, qui essaie depuis très longtemps de garder la tête en dehors de l'eau et qui change de partenaire
le distributeur en permanence et compagnie. Là, arrive à retrouver un peu un second souffle en se spécialisant. Alors, il faut dire qu'ils ont une certaine tradition parce qu'en fait, grâce à des catcheurs qu'ils ont depuis longtemps comme Abyss, qui était un peu le spécialiste de matchs qui s'appelle Monsters Ball, qui était un peu, alors je pense qu'il venait de l'ECW, qui n'était pas très originaux, mais qui était un peu un festival de punaises et de trucs avec des trucs pas très originaux, un peu toujours les mêmes. Du coup, là, ils se spécialisent vraiment là-dedans. Et le dernier pay-per-view, alors moi j'étais assez critique vis-à-vis de ça, le dernier pay-per-view de la TNA, de Impact Wrestling, c'est tous les matchs quasiment avec du sang en fait. Mais alors du coup, ça n'avait plus rien de spécial parce que justement, on disait que le sang, c'est bien quand ça arrive un petit peu, quand ça crée la dramaturgie dans un match. Mais s'il y a du sang partout, bah du coup on s'en fout un peu, puis c'est un petit peu voilà, ça devient une espèce de banalité. Comme disait Aznavour, ça ne veut plus rien dire du tout. Voilà. Et peut-être tu voulais réagir par rapport à la TNM, Félix, non pas spécialement, ou à autre chose pour pouvoir conclure du coup sur les deathmatchs et puis conclure tout court l'émission. Après, effectivement, tu disais que l'Impact Wrestling se spécialisait là-dedans parce qu'ils essaient d'attirer cette niche du fan à poil, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il y a... Qui est très à être pilosité, pas tout nu. Oui, évidemment, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un petit contre-courant qui se met en place, j'ai l'impression, dans le catch, même, surtout indépendant, évidemment. Parce que ce soit contre le côté no blood de la WWE ou le côté hyper athlétique, hyper high flying, voltige du catch en ce moment, c'est plus trop le catch hardcore qui est à la mode comme à la fin des années 90. Non, c'est sûr. Et donc il y a ce côté un peu contre-courant il y a des fédérations indépendantes qui marchent alors qu'elles ne devraient pas marcher aujourd'hui. Comme moi je pense elle s'appelle la Game Changer Wrestling, qui fait du deathmatch et elle a beaucoup de fans. Elle fait des shows de plus en plus importants. Elle a fait un show récemment où il y avait, je crois, plus de 1500 personnes ou un truc comme ça. Ce qu'on pourrait pas penser en 2018. Effectivement. Donc finalement, il y a ce côté. Nous, on est des vrais fans de catch. On aime le catch hyper violent, quoi. Ouais. Donc c'est les niches qui se créent et qui grandissent finalement dans le catch. Oui, et puis ça, c'est des fantasmes qui bougent pas beaucoup. Hein. C'est un peu du truc de combat de gladiateurs, mais en continuant d'avoir les risques qui vont avec. Bon, après, j'ai envie de te dire, chacun voit midi à sa porte, on n'est pas là pour légiférer, mais bon, c'est questionnable. Et puis, du moment que ça ne vous choque pas trop, on n'a pas mis comme je disais, de trigger warning ou d'avertissement, mais de toute façon, on est à l'audio, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas choquer, mais on espère que tout ira bien, qu'on n'aurait pas défailli en pleine émission. Messieurs, un grand merci comme d'habitude. Et puis, comme d'habitude, je vais demander où est-ce qu'on peut vous retrouver. Mickaël, on peut te retrouver avec notamment ton travail, ta vie, ton œuvre, où c'est-il ça qu'on peut faire ça et te trouver sur Internet? Oui, donc on peut trouver mes travaux graphiques qui concernent les jeux vidéo et les films parfois sur Internet en cherchant mon nom, Orioto, sur plein de sites, c'est pas très compliqué. Voilà. Et Félix? Et puis moi, on peut me trouver sur The Alt Wrestling sur Facebook, sur le site donc the-alternative.e-monsite.com la leçon les articles. Voilà, la leçon est retenue. Et puis sur Twitter, @PHELYKS_G. Voilà, et puis comme d'habitude, vous pouvez pour ma part me retrouver à D_Mehdi MEHDI pour le Twitter, et puis l'ensemble des émissions d'ES Podcast, donc DEEZ Podcast au pluriel avec un S, mais de toute façon vous avez le petit message à la fin. N'hésitez pas, comme on vous dit, parce qu'on est un peu plus au taquet, à vous dire ce que ça nous permet d'avancer aussi et de nous motiver, à laisser donc des retours, commentaires, des partages au-delà des likes, parce qu'en termes de concrète de visibilité, c'est ce qui fait la différence. Et puis on est sûr que ça ferait plaisir à Kevin Owens quelque part si vous partagez nos émissions. On sait pas, voilà, on se dit qu'il aime les bonnes choses. Il tweet sur China Twain, donc forcément il aimerait voir nos émissions. Il faut qu'on mette plus de pandas aussi. Oui, il faut qu'on mette plus de pandas, c'est nécessaire. Et en l'occurrence, voilà, des étoiles sur iTunes, dans les yeux quand vous nous écoutez. Et puis au-delà de cette poésie du pauvre, on vous dit à la prochaine, portez-vous bien, catchez bien, évitez les botches et prenez soin de vous. Ciao. Salut. You can,
Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.